Hello à toutes et à tous. Je débute cette semaine avec un live très intéressant avec la belle expérience. On parlera de sujets en relation avec le design des points de vente et l'expérience client. La conception des points de vente est devenue très importante dans le monde du retail actuel. Les clients consomment avec leurs yeux avant tout et surtout avant de décider de faire des achats. Ils réclament des expériences uniques. Ils veulent faire des expériences, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. En même temps, les détaillants investissent dans le design des points de vente et accordent plus d'importance à l'atmosphère pour pouvoir non seulement créer des magasins, mais des lieux de rencontre entre la marque et le consommateur. Donc je suis très heureuse de discuter avec Audrey de la belle expérience cet après-midi. Audrey nous fera découvrir le monde de retail, le monde de la vente au détail et nous fournira des informations sur des cas qui traduisent ces expériences de vente au détail. Et donc, je vais inviter Audrey à me rejoindre. Hop, on attend quelques petites secondes. Et ce soir, on va aussi vous montrer plusieurs. Hello Audrey, Salut Léa. ça va? Très bien. Merci de m'avoir rejoint cet après-midi. On a plein de choses à discuter. Avec plaisir. Et donc, je vais laisser cet espace pour toi pour nous dire qui est Audrey et qui est Audrey avec la belle expérience. Carrément. Je vais commencer par la belle expérience. On est une agence de marketing, d'architecture d'intérieur et d'identité visuelle et on crée des lieux dans le physique. Donc, on fait à la fois du retail et donc des pop-up stores, mais aussi on fait beaucoup dans l'hospitality, donc restaurant, hôtellerie et tout le monde du travail. Euh, D'accord. voilà, Quand est-ce que la belle expérience a été fondée? à fin 2015. Donc, ça fait 4 ans. Ok, très bien. Donc, plein de projets pendant ces 4 ans. Oui, On on va, n'a pas chômé. j'allais dire tout à l'heure qu'on va découvrir aujourd'hui deux cas de projets très intéressants sur lesquels vous avez travaillé. Et donc, qui est Audrey? Audrey. Euh, je suis de Bordeaux et c'est mon associé aussi et on est très fiers d'être bordelaise. Donc on le revendique haut et fort. Moi, dans l'équipe avec Sophie, j'ai plus le profil business et marketing. J'ai fait des études plus en Sciences Po et une école de commerce. Donc voilà. Et mon associé, donc, elle a l'autre partie. Et je pense que c'est cette double compétence et cette complémentarité qui fait aujourd'hui notre force parce que on s'apporte mutuellement ces compétences. On n'a pas la même vision des projets. Et on a essayé de ce couple un petit peu avec deux compétences, on a essayé vraiment de le renforcer dans l'équipe. Aujourd'hui, on a même rajouté la compétence identité visuelle, donc avec plutôt des directeurs artistiques. Et je pense que ça apporte une grande richesse. On ne pense pas la même chose, il y a beaucoup de débats et je pense que ça apporte beaucoup. Très bien. On parlera de la qualité de votre travail tout à l'heure. Donc, parlons d'expérience. Aujourd'hui, pourquoi les marques misent de plus en plus vers l'expérience et quelle est l'importance de l'expérience dans le monde de retail? Je pense que je vais parler de choses dont tu as déjà pas mal parlé, mais c'est on peut plus être juste classique et proposer une boutique dans laquelle il se passe rien. En fait, aujourd'hui, l'expérience, euh, c'est ce qui va faire que quelqu'un va se déplacer au lieu d'aller sur son site, hein, tout simplement. Hein. Il va vouloir se rapprocher de la marque. On parle de plus en plus de personnalisation, de relations directes avec les marques. Il y a beaucoup de DNVB, les marques digitales, qui essayent de se rapprocher comme ça de leurs clients en limitant les intermédiaires. Et donc, quand moi, consommateur, je me déplace, je vais dans une boutique, ben, il faut que je ressente en fait ce lien, cette proximité humaine, cette expérience qui va faire que je vais me déplacer, je vais en parler, je vais communiquer sur les réseaux sociaux parce que j'aurais vécu une expérience justement et donc je vais en parler.
Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un petit peu indispensable d'avoir tous ces éléments. D'accord. Donc, ces propos qui disent que l'expérience physique ou le retail physique est mort, je pense qu'on en a plein de choses à dire pour pouvoir proposer cette raison aux clients de venir à notre rencontre. Oui, clairement. Nous, on se positionne plutôt en disant qu'effectivement, non, le retail physique est pas du tout mort. C'est complètement complémentaire à une relation digitale qui est hyper pratique et qui nous arrange tous. Et voilà, mais c'est totalement complémentaire avec une expérience physique. On a toujours envie de vivre des choses, d'autant plus aujourd'hui dans notre contexte actuel. On a encore plus envie d'aller voir des gens, rencontrer des marques, vivre, comme tu le disais, des expériences. Donc pour nous, c'est pas mort. Et par contre, on a été habitué dans le digital à avoir des relations très optimisées avec les marques, très simplifiées. En 2 clics, on a le produit. Et donc, il faut aussi que les pop-up stores, mais les boutiques en général et toutes les expériences physiques qu'on a soient très optimisées, qu'en fait tout soit très simple. Il ne peut pas y avoir une dichotomie entre une expérience Internet très facilitée et tout d'un coup une expérience en boutique qui serait un capharnaüm, on ne comprendrait rien. Faut bien faire attention à ça parce que les clients sont aussi hyper exigeants quand ils viennent en boutique s'ils ont eu une super expérience en ligne. D'accord, donc on est en train de se positionner dans des contextes omnicanaux, Complètement. oui, et des relations vraiment sans faille entre le physique et le digital. Afin que tu puisses présenter des projets aux marques qui sont intéressées par le développement d'un point de vente expérientiel, quelles sont les compétences principales de la belle expérience? On a parlé de vos compétences à vous, mais comment on se positionne aujourd'hui sur le marché? Donc comment l'expérience se positionne? En fait dans le physique et qu'est-ce que l'espace va raconter, donc tout le côté storytelling, elle se matérialise. Rajouter au-dessus de ça la compétence identité visuelle, comment via de la signalétique, des décors graphiques, on rajoute encore une touche de marketing, finalement de storytelling qui est vraiment raconté au-delà de la vendeuse ou du vendeur qui vont eux-mêmes communiquer quelque chose, mais en fait comment dans l'espace aussi on communique via la signalétique, les décors, les fresques, etc. Donc c'est vraiment ces 3 compétences qu'on met à disposition et on ne travaille pas les uns après les autres, on travaille vraiment les uns avec les autres. C'est-à-dire que dès le début, dans l'analyse de la marque, les archis et l'identité visuelle vont également donner leur avis, eux, comment ils comprennent la marque, etc. Et de la même manière, dans la partie archi, bah, le marketing, l'identité visuelle va donner son avis. On travaille ensemble. Les 3 compétences sont réunies du début à la fin du projet. D'accord. Voilà. Et donc, de cette façon, le projet sera plus complet et mettra en valeur ce que la marque cherche du design. C'est ce qu'on Et pense en tout donc, cas. oui. Comment une atmosphère retail ou un concept retail peut faire advenir une expérience? Euh, c'est une question, ouais. Bah, premièrement, il peut y avoir tout simplement, par l'archi pure, en fait, et l'identité visuelle, il peut y avoir un effet waouh, qui fait qu'on n'a même pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient nous voir une interaction avec une borne ou un photobooth pour faire que tout d'un coup, en fait, on se retrouve immergé dans un univers qui est très, très fort. Donc ça existe, mais ça reste tous les pop-up ne le font pas, ne peuvent pas se le permettre. Ça demande aussi pas mal de coûts. Donc, si jamais en fait on peut pas créer un espace totalement immersif où on a l'impression de rentrer dans un centre d'attraction, si j'exagère un petit peu l'image, après l'expérience, elle se crée finalement par premièrement les gens en fait qui vont être dedans et qui vont accueillir en fait leur communauté et leurs clients par leur façon de parler, leur façon d'être ambassadeur de la marque. Donc ça pousse vraiment le rôle du vendeur et de la vendeuse pour moi un next step. En fait, on arrive il faut vraiment avoir des gens.
Donc, on parle plus d'activités que le consommateur ou dans lesquelles le consommateur pourra s'engager. Euh, oui, oui, je pense qu'il y avait eu une coupure. Donc, si tu m'entends bien, j'aimerais... Audrey, tu m'entends? Hello. Je vais juste attendre une petite seconde pour que la connexion revienne. Audrey, tu m'entends? Oui. Hop, donc j'attends une petite seconde. Ouais, d'accord. Est-ce que donc je pense qu'il y avait eu une coupure quand on était en train d'expliquer à propos de l'engagement. Mhm. De l'engagement et de l'immersion du consommateur dans l'espace. Donc, si je peux te demander de juste refaire le point sur ce concept-là, s'il te plaît. Pardon, j'ai juste pas entendu le début. Tu veux que je te raconte lequel concept? Est-ce qu'on pourra juste parler encore une fois à propos de l'atmosphère parce qu'il y a eu une petite coupure tout à l'heure. Ok. Où je parlais du fait d'être immergé via l'archi. C'est ça, c'est Ok. ça. Ok. Ce que je disais juste, c'est que parfois, et notamment les marques qui ont, disons, en général un peu plus de moyens, euh, ou alors qui prennent plus de risques. Ça dépend, hein, parce qu'il ne faut pas forcément beaucoup de moyens, mais il faut pouvoir prendre des risques, font des trucs très immersifs. Puis on entend beaucoup parler des théâtres immersifs, hein, tu vois, de tout ce retail immersif, etc. Donc on rentre dans un décor qui par lui-même fait vivre une expérience. Ça reste quand même des pop-up stores aujourd'hui, etc. Mais parfois, l'archi en elle-même peut être absolument waouh. On a fait quelques projets qui étaient clairement plus waouh que d'autres au niveau architectural. Ça dépend, D'accord, ça dépend beaucoup à quel point la marque est capable de prendre des risques. Donc, le pop-up store pousse une marque à prendre des risques parce que c'est éphémère et donc, ça pousse à prendre des risques. Mais il y a certaines marques qui vont être plus frileuses quand même. d'accord. Et donc, juste pour aussi refaire le petit point, aujourd'hui, le consommateur devient une variable centrale au design du point de vente. On veut toujours que le consommateur participe à la création de son expérience à travers sa visite au point de vente. Complètement. Et dans Je pense qu'on a eu encore une fois une petite coupure. Je vais attendre encore une petite seconde afin que la, le signal revienne. Euh, donc, j'attends Audrey. Euh, et hop, je vais y envoyer Audrey. Et donc, j'attends une petite seconde que j'ai un petit problème avec Audrey et je vais tenter de réinviter encore une fois Audrey à la session. Et donc, ça lui permettrait de peut-être Excuse-moi. changer. On est Hello. enfin. Je suis Il n'y a pas de désolée. souci, il n'y a pas de souci. Ça m'a mis sur l'autre réseau Wi-Fi qui est moins bon. Je suis vraiment désolée. Et donc, plus que jamais, clairement, il faut que le consommateur participe. Et notamment dans les pop-up stores, comme c'est éphémère, on peut se permettre en fait d'avoir plein d'ateliers par jour, plein d'animations.
Une boutique, c'est beaucoup plus compliqué. On va pas tenir le rythme, en fait. Il faudrait beaucoup trop d'investissement humain pour faire 4 événements par jour. Alors, dans un pop-up store, justement, les personnes vont être limitées en termes de temps. On parle souvent d'un week-end, 15 jours, un mois. Et donc, en fait, ça permet d'avoir un calendrier événementiel et d'animation qui est très fourni et donc de faire participer clairement le consommateur à l'expérience et de le faire vivre quelque chose. Donc, plus que jamais dans le pop-up versus le retail classique, le client est amené à vivre quelque chose vraiment avec la marque, d'après nous en tout cas. D'accord. On voit de plus en plus, en tout cas, de marques en train d'adopter ces pop-up stores. Et donc, quelle est aujourd'hui l'importance d'un pop-up store pour une marque? Une rue super centrale et je vais pouvoir me faire connaître et donc acquérir plein de clients. Il y en a d'autres qui sont des marques totalement digitales et qui voient ça plutôt comme de la fidélisation ou faire vivre quelque chose à leur communauté parce que ils sont digitaux et ils donnent 2 rendez-vous par an à leurs clients pour que quand même ils puissent venir sentir les produits, les toucher, qu'ils puissent venir parler avec les fondatrices par exemple ou les fondateurs de la marque, etc. Donc tu as ce côté un petit peu acquisition, fidélisation, c'est jamais évidemment 100% l'un ou 100% l'autre, c'est beaucoup un mix. Mais nous, ça, c'est quelque chose qui est un critère important parce que, enfin, tu le comprendras, quelqu'un qui veut faire de l'acquisition, il va vouloir être rue Vieille du Temple. Quelqu'un qui veut faire de la fidélisation peut très bien être dans un appartement sur rue, enfin, qui n'est pas sur rue, sur cour ou des choses comme ça. Donc, en termes de localisation, nous, c'est important. Ensuite, pour beaucoup de marques, c'est vraiment soit c'est une opération de communication, donc c'est créer le buzz, et limite ça rentre dans les budgets, ça rentre en concurrence avec les pubs Instagram ou les pubs Facebook. C'est des budgets com. Pour d'autres, c'est vraiment un canal de commercialisation en quelque sorte. C'est un canal de vente. Leur objectif est d'être rentable. Et pour eux, c'est vraiment je veux écouler du produit tout en créant le buzz, tout en voilà. Mais il y a un peu cet autre axe. Et donc souvent, évidemment, on est dans un mix. Hein. Il y a très rarement du 100% com ou du 100% rentabilité. Et donc canal de commercialisation. Mais tu vois, tu as un peu ces deux axes. Voilà, je dirais, tu as, un peu Enfin, nous, en tout cas, on essaye toujours de positionner notre client en fonction de ces grands critères pour comprendre vers où il veut aller. Et donc, évidemment, si jamais quelqu'un est très axé sur la com, il va falloir créer le buzz, faire quelque chose, nous, de vraiment très spécial, Oui. qui puisse communiquer de manière très importante sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas négligés. Hein. Je pense que tu le sais et que tout le monde le sait, mais même si tu ne vas pas dans un pop-up store, si tu vois qu'une marque fait un pop-up store, tu te dis waouh, super moderne, canon et tout. Et même si tu n'y vas pas, en fait, tu te dis ah ben cette marque est innovante, il crée des trucs, etc. Donc c'est très important de communiquer. Parfois, les jeunes marques, évidemment, le font par défaut parce qu'ils sont digital natives et donc ils communiquent par défaut dessus. Mais pour des marques plus institutionnelles avec lesquelles on a bossé, c'était dire Audrey, je pense que je pense qu'on a eu une autre fois une coupure du réseau. Donc, je ne sais pas si tu m'entends clairement ou pas. Et donc, voilà, je pense qu'on a eu une petite coupure tout à l'heure. Je vais attendre une petite seconde à ce que Audrey se connecte avec moi. Et donc, on disait que les marques qui adoptent les pop-up stores doivent avoir des objectifs bien clairs. Et c'est suite à ces objectifs on pourra les aider à concevoir leur point de vente. Audrey, tu es avec moi? Hello.
Audrey. Et donc, voilà, j'attends, je pense qu'il y a une petite différence de signal, ce qui me fait un tout petit peu. Attends, Audrey, tu m'entends? Donc, je vais essayer de faire la manip encore une fois et d'attendre Audrey parce que j'ai l'impression qu'on ne se connecte pas bien. Et j'attendrai une juste petite seconde avant de réinviter Audrey dans la session. Et donc, c'est très important ce que tu es en train de dire, que l'expérience client euh, est très importante dans le monde de retail d'aujourd'hui. Et pour que les marques puissent développer des expériences clients, on est ensemble. Audrey était en train de dire tout à l'heure que l'expérience client aussi est un élément très important pour les marques déjà institutionnalisées ou des marques digital natives et que toutes les deux sont en train d'utiliser les pop-up stores pour venir à la rencontre des consommateurs. Je pense qu'on était là. Oui. Et J'ai d'ailleurs, fait un petit recap. mais je t'entendais, moi. Le pire, c'est que oui, moi j'entendais, mais bon, je voyais bien que vous m'entendiez pas. Mais moi j'entendais ce que tu disais. Et effectivement, il y a quelque chose que je pourrais rajouter, c'est que beaucoup de marques, et notamment des marques plus institutionnelles, enfin des marques se servent du pop-up store pour se repositionner ou se positionner de manière différente par rapport à leur positionnement classique. Et donc, on a beaucoup de marques, par exemple, qui nous disent comment je fais via un pop-up store pour être plus cool, être plus bobo, être plus trendy, être plus écolo. Donc, en fait, ça leur permet aussi de tester un autre positionnement et de voir comment leurs clients réagissent face à ce positionnement. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus fait par les marques, disons, classiques, institutionnelles, que par les jeunes marques qui, en général, sont assez certaines de leur positionnement et ne ressentent pas encore trop de concurrence, versus les marques plus institutionnelles qui se sentent un peu concurrencées par des jeunes marques et donc qui essayent de tester des positionnements un petit peu novateurs par rapport à leur positionnement classique. Oui, ce qui m'amène en fait à la question suivante, que si la direction stratégique d'une marque va vraiment vous aider à concevoir un pop-up d'une façon différente d'une autre. Par exemple, un pop-up d'une marque jeune créateur serait-elle très différent d'une marque qui est plus mature ou qui est plus établie sur le marché? Oui, quand même. C'est pas du 100%, mais oui. C'est-à-dire qu'une marque plus classique, elle prendra moins de risques, par défaut quand même, parce elle a une plus grosse structure, elle est moins agile, et donc même si elle veut aller très loin et faire des trucs waouh et de ouf, quand même c'est toujours plus compliqué qu'une marque dans laquelle finalement notre interlocuteur c'est le fondateur, il a les mains libres, il fait à peu près ce qu'il veut. Donc Oui. oui, nous par défaut, j'ai envie de te dire, on va prendre plus de risques avec une jeune marque. Euh, Après, il y a aussi des marques qui existent depuis longtemps, beaucoup les marques de luxe, qui vraiment sont hyper innovantes. Et c'est-à-dire qu'on leur propose des concepts, ils veulent des choses à la pointe et ils y vont aussi. Donc, voilà, il y a une bonne prise de risque aussi de certaines marques plus institutionnelles, notamment les marques de luxe. Qui D'accord. utilisent par exemple, un exemple qui utilise plus le digital. C'est quelque chose qui est assez cher, toutes les expériences digitales, donc c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et nous, les expériences avec le digital et tous les trucs très immersifs où on joue beaucoup avec la réalité augmentée, etc., c'est quelque chose qu'une jeune marque ne va pas pouvoir se permettre la plupart du temps. Par contre, certaines marques de luxe vont aller beaucoup plus loin là-dedans. Donc, il y a une certaine prise de risque à ce niveau-là qu'une jeune marque juste ne pourra pas se permettre parce que pas assez de budget. D'accord. Et dans le cas de marques de luxe, est-ce qu'un pop-up store aussi permettrait à la marque d'aller à la recherche d'une nouvelle clientèle qui est peut-être plus jeune et qui pourrait être intéressée à une nouvelle offre peut-être que cette marque de luxe propose? Complètement. Il y a même il y a beaucoup de pop-up stores qui, par exemple, vont viser explicitement
des personnes plus jeunes donc les millennials, parlons clairement, vont également être monoproduits, alors qu'ils ont une centaine de produits, vont se dire, OK, on fait un pop-up autour de la chaussure uniquement. Voire même, encore une fois, des positionnements. Ils vont se dire, on prend que nos produits plus green, qui vont attirer plus les millennials. Et on sait que les millennials aiment la personnalisation. Et donc, en fait, notre pop-up store va être un énorme atelier de personnalisation de nos produits green uniquement. Et donc, on se focus vraiment sur une cible. Et c'est ça souvent qui fait qu'on entend aussi parler de ce pop-up store, c'est cette super spécialisation. D'accord. Ok, très intéressant. Est-ce Mm. que cette variable de personnalisation, est-ce qu'elle vient se marier avec un caractère événementiel qu'un pop-up store pourra présenter à la marque? Clairement. Souvent, on parlait beaucoup des animations, de l'événementiel et qui sont des points clés pour un pop-up store et pour attirer des personnes. Et la personnalisation, c'est quelque chose qui est maintenant presque un must-have dans un pop-up store. Il y a très souvent un atelier de personnalisation qui va faire qu'on va se déplacer. Et autre chose qui peut être intéressant et qui me fait penser à ça, c'est que souvent dans un pop-up store, on va même aller jusqu'à proposer une collection unique, c'est-à-dire une collection qui va n'être faite que pour le pop-up store. Comme ça, on est forcé en fait en tant que client d'y aller parce qu'on ne peut pas le commander en ligne de toute manière ou alors c'est très limité en ligne. Enfin, il y a toutes sortes d'opérations qui sont faites pour vraiment attirer les clients en boutique via des collections uniques liées au pop-up store. Ça marche super bien. Enfin, tu le connais, hein, la rareté, le buzz, toutes les grosses marques utilisent ces techniques aujourd'hui et c'est particulièrement fort dans les pop-up. C'est vrai aussi que les pop-up stores voient cette opportunité pour aller faire des collaborations avec Ouais, d'autres marques. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? clairement. Donc, très utilisé. Je dirais que c'est pas forcément que marketing, c'est aussi financier. C'est que très souvent, les marques cherchent à baisser leurs coûts parce que ça reste des opérations qui restent coûteuses et qui se déroulent sur peu de temps. Donc, les coûts sont rentabilisés plus difficilement. Donc, c'est un financier, mais c'est aussi quand même marketing et communautaire parce que, évidemment, on démultiplie en fait les communautés auxquelles on va communiquer sur notre opération de pop-up store et donc on va attirer beaucoup plus de monde dedans et notamment dans un monde où on essaye de favoriser les concepts lifestyle, quand on est une marque qui fait que, par exemple, de l'habillement, bah, c'est super d'avoir un copain qui a une marque de café, un autre qui a une marque de smoothie et un autre de je sais pas quoi. Et en fait, tout le monde va se réunir et comme ça, on va créer un concept lifestyle, un peu un lieu de vie, ce qui est aujourd'hui très attirant en fait dans le retail et beaucoup de gens cherchent à créer un lieu de vie en multipliant plein de marques qui ont des offres complémentaires et non concurrentes. Mhm. En fait, c'est le beurre et l'argent du beurre, puisque financièrement, on partage les coûts. Marketingement, on va toucher des populations et des communautés très Très différentes. différente, Voilà. oui. Et en plus, on va créer une expérience plus forte à l'intérieur dans laquelle le client pourra, ben, en fait, s'il n'est pas intéressé par s'acheter des nouveaux habits, il pourra tester tel café ou, voyez. Enfin, donc, c'est un peu gagnant-gagnant. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure du storytelling et je Oui, vois que c'est un concept très important sur lequel tu t'es focalisé plusieurs fois. Donc le storytelling et les pop-up stores, quelle relation se tisse entre ces deux termes? Euh, pour moi, le storytelling doit être encore plus fort dans un pop-up store que dans une boutique permanente. Parce qu'en fait, il vit là-dessus. Il va vivre sur une communication très forte, de très courte durée, où il faut que les messages soient très forts. Donc, c'est clé, en fait, de créer des univers avec un fort storytelling dans un pop-up store. Et encore une fois, on va pouvoir faire un storytelling qui va être très spécifique en fait, avec une prise de risque importante de la marque, elle ne pourrait pas faire ce storytelling probablement si elle faisait une boutique permanente ou alors sous forme de collection ou de vitrine, mais c'est beaucoup plus difficile. Alors que là, on peut vraiment se permettre de vraiment faire un très fort storytelling et raconter une histoire très spécifique en fait. Comme on sait que ça va durer 15 jours, on peut voilà. Donc c'est important. C'est quand même relié à l'identité de la marque, mais plus focalisé autour du pop-up store. Donc, c'est comme un one-shot storytelling que la marque Exactement. va faire. D'accord. Oui. OK. Comme une campagne de pub, en fait. Enfin, tu vois, c'est vraiment Oui, comme une campagne de pub.
encore une Oui, fois, on est dans en fait, c'est un média, hein, le pop-up store. C'est un média offline. Et donc, de la même manière qu'on conçoit une campagne de pub donc dans le digital ou via d'autres médias, ben, il faut imaginer l'espace physique comme un support médiatique comme un autre dans lequel on va raconter une histoire. Et c'est juste qu'on va raconter dans le physique et on va permettre aux clients de venir vivre ça dans le physique. Alors qu'avant, ils seraient face à leur écran ou face à leur ordinateur. Mais pour moi, c'est comparable en fait. ok, c'est très important ce que tu dis. Et est-ce qu'on a le temps de montrer à tout le monde les exemples qu'on avait choisis? Oui, carrément. Oui, oui, donc voilà, je vais donc montrer deux exemples qu'on a choisis pour vous. Le premier, c'est Clarence, je pense, oui. Ouais. Et donc, on va essayer de parler un tout petit peu à propos de ce pop-up store. Quels étaient les points forts de ce projet Clarence? Pourquoi il était très différent ou pourquoi est-il intéressant comme projet? Déjà, donc Clarins, c'est une marque établie qui cherche à évoluer un petit peu dans son positionnement et dans son concept retail et qui à la fois développe de nouveaux produits beaucoup plus axés pour les millennials, qui propose de montrer à quel point leurs produits euh, sont basés sur du naturel et des choses pas trop chimiques en quelque sorte. Et donc, ils se repositionnent comme ça et pour eux, le pop-up store, c'était un moyen de montrer ce nouveau positionnement. Et c'était aussi un moyen de tester des usages pour un prochain concept retail. Et donc, on a mis plein d'expériences et plein de petits pôles d'expérience dans le pop-up store. Et tout a été traqué en quelque sorte. On a vraiment essayé de voir, OK, quand les clients viennent, vers où ils vont, est-ce qu'ils vivent cette expérience, combien de temps ils regardent, combien de temps ils restent ici. Et donc, en fait, oui ou non, on le garde pour notre concept retail permanent. C'est vraiment du test and learn, usage, plus du positionnement marketing, en fait, comme je le disais au début. Et donc, une marque comme Clarins est une marque établie. Euh, et est-ce qu'elle a pris un risque en faisant un pop-up store? Oui, parce que, en quelque sorte, de créer des concepts retail qui sont enfin très comment on dit très sophistiqué, tout est vraiment fait au cordeau, c'est des matériaux et des budgets en général assez importants et là en fait ils se sont vraiment mis en mode start-up. Bon bah on n'a que quelques mois pour sortir le truc, on va faire des tests. Donc ce qui était génial c'est, enfin ça vous pouvez pas le voir, mais simplement au sein en fait de la boîte Clarence, ben, c'était génial de voir cette énergie, de voir toutes ces compétences qui tout d'un coup, de manière très rapide, en fait, en mode très agile, devait sortir une idée de pop-up store et devait le faire, alors qu'auparavant, ça aurait pris peut-être des années et beaucoup de budget. Donc ça, c'était vraiment passionnant de voir Clarence comme ça se, se mettre en ordre de marche et être très, très agile. Euh, et, euh, et après, oui, ils ont pris une prise. Enfin, la prise de risque, ça a été de créer rapidement des choses, de se dire on les teste et puis on verra. Ils le faisaient pas en fait avant. Avant, ils sortaient un concept permanent sans l'avoir testé ou alors en ayant fait quelques focus group. Mais on sait très bien que faire un focus group et faire vivre quelque chose en vrai ne donne pas les mêmes résultats. Et Mhm. donc oui, oui, pour moi, il y a une forte prise de risque et même au niveau organisationnel en fait, de leur côté. D'accord. Voilà, ça les a. Ouais, c'était très intéressant ça. J'essaye de faire monter les photos, mais il me semble que la connexion est un peu lourde, donc je ne peux pas les Ok, faire monter. C'est dommage. Mais je vais directement les diffuser après le live dans les stories. OK? ok, Et un autre exemple qu'on avait choisi, c'était la marque Chantier. ouais. Et Euh, Vas-y. Et donc, ce projet aussi avait un point très intéressant, je pense, quelque chose qui est en fonction avec la personnalisation ou des petits détails qui sont des points forts et entertaining, je pense. Beaucoup Très. de... Voilà. Donc, parlons-en de Chantilly, s'il te plaît. Bah déjà, si on repart de l'idée du storytelling dont tu parlais tout à l'heure, là, il y avait un fort storytelling. On s'était dit, on crée l'hôtel, le motel Chantilly. Donc, on rentrait vraiment dans une expérience un peu
bizarre, sympa. Enfin, vous pourrez voir les photos après. Avec après, quand on descendait au sous-sol, tout un ring de boxe avec toute enfin, voilà, plein d'animations et plein d'événements qui se créaient autour de ça. Et évidemment, on mettait en avant, donc Chantilly, c'est une marque de biscuits qui se personnalise. Donc, il y avait évidemment de la personnalisation possible, mais aussi on avait beaucoup de choses autour du biscuit qui étaient mises en scène de manière, au niveau de la déco et au niveau architectural, qui étaient mises en scène de manière originale et assez marrante. Et donc, on mixait le produit avec l'archi, le produit de la marque avec finalement le décor. Et donc, ça marchait super bien. Et Chantier a une grosse communauté sur Instagram, a beaucoup communiqué autour de ce pop-up store, a fait venir pas mal de gens et a organisé beaucoup d'animations sur place. Ça a fait pour elle, ça a été un gros buzz. C'était une opération qui était assez réussie. C'est une première pour elle. D'accord. Et Voilà. donc, c'est très intéressant aussi ce que tu dis parce que la marque s'engage dans la communication et va inviter davantage sa communauté à venir vivre l'expérience de la marque. Et un point très intéressant, comme tu l'avais expliqué, c'était que la story ou l'histoire de la marque était aussi développée à travers les étapes du design. Donc, le consommateur, non pas est face à un produit, il est face à une histoire de création de ce produit. Oui. Oui. Euh, donc, enfin, pour Chantilly, mais pour plein d'autres marques, effectivement, la marque en profite, je ne sais pas si c'est exactement le sens de la question, mais la marque en profite pour expliquer finalement comment elle crée ce produit et effectivement, par exemple, si elle veut mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a que des produits sains dans ses biscuits, elle peut décomposer en fait toute l'expérience de la fabrication de ce biscuit, mettre l'accent là-dessus et c'est quelque chose dont les marques sont et les clients surtout sont très friands aujourd'hui et c'est tout à fait l'occasion de le faire. Et aussi, par exemple, Chantilly, la particularité, c'est que ça a servi aussi au lancement du biscuit salé. Parce que Chantilly, à la base, ce sont des biscuits sucrés que vous pouvez personnaliser avec des petites phrases très marrantes, etc. Et là, ils lançaient les petits biscuits salés. Et donc, souvent, en fait, il y a un événement qui est lié à un pop-up store. Et là, l'événement, c'était le lancement d'un nouveau produit. Comme tu parlais produit, voilà, je précise. D'accord, très intéressant, merci. Et donc, je vais dire à tout le monde, désolé, et je vais faire repasser les photos de Clarence et de Chanty directement en story après ce live. Super. Audrey, quels sont les conseils que tu donnes à une marque pour que son pop-up soit un pop-up réussi, un projet réussi? Alors, qu'est-ce que je donne comme conseil? Euh, Plein, hein, mais j'essaie déjà de pas le considérer comme un truc qui va prendre 2 minutes et qui va être très facile à faire. Et parce qu'au final, nous, pour que tu comprennes, on passe autant de temps à créer le concept d'une boutique permanente que d'une boutique temporaire, voire plus, parce qu'il faut que ça soit hyper fort au niveau storytelling, etc. Évidemment, souvent, on n'a pas à refaire toute l'électricité, la plomberie et tout, donc ça, le projet en soi va quand même être un petit peu plus court, mais on y investit quasiment, nous, autant de temps qu'une boutique permanente. Pour certaines personnes, un pop-up, bon, ok, on loue un truc, c'est hyper simple. Voilà. Donc, c'est quand même de prendre ça au sérieux, en fait. C'est quelque chose qui certes, va durer pas longtemps, mais en fait, il peut y avoir beaucoup de retombées si ça marche bien. Et ensuite, Mhm. c'est de savoir quels sont leurs objectifs. Est-ce que, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que c'est de l'acquisition, de la fidélisation? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui doit être beaucoup de la com? Et dans ce cas, il faut s'y prendre très tôt sur la communication sur les réseaux sociaux, parce que sinon, en fait, c'est un peu dommage d'investir tout ça et puis finalement de ne pas en bénéficier. Ou est-ce que si on veut être très rentable, pareil, il faut absolument que beaucoup de gens viennent en boutique, donc il faut aussi quand même communiquer beaucoup pour faire venir dans... Voilà. Et après, on pousse aussi beaucoup sur événementialiser l'espace, créer des expériences d'animation, enfin on en a beaucoup parlé, mais faire qu'en fait on fait venir et on fait revenir. Si le pop-up par exemple dure un mois, on leur dit Mhm. toujours, vous avez l'impression que c'est très court, c'est super long un mois de pop-up. Donc, enfin, parce que, enfin, faut le faire vivre et donc il faut que les gens viennent, mais aussi reviennent pendant le mois. Donc, événementialiser. Servez-vous de votre espace pour faire tous les événements, tous les trucs auxquels ça fait un an que vous pensez. Ben, tous les jours, faites un truc, quoi. Et parlez-en, invitez d'autres marques. On en parlait tout à l'heure aussi. Faites des collabs, profitez-en pour, voilà, inviter vos partenaires, vos actionnaires.
voilà, c'est un lieu qui peut communiquer qui vous êtes. Et donc, faites-en partager tout le monde, pas seulement vos clients, mais toutes les parties prenantes de votre projet, en fait. D'accord. Donc, la marque doit prendre le projet au sérieux. C'est un projet qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'attention et il doit être un projet très actif et très animé tout au long de sa durée. Et Ouais. donc, si un pop-up, comme on nous disait, durait un mois, il faut vraiment l'événementialiser pendant un mois. Et ceci n'est pas négligeable en termes aussi de coûts et de préparation, Ouais. non? Enfin, en Ouais. fait, ce serait dommage de ne pas le faire, en quelque sorte. Après, si les personnes ne veulent pas le faire, pourquoi pas, mais ça serait dommage, en fait, de ne pas en profiter. Pour des marques, très souvent, ils n'ont pas d'espace, d'autres espaces, en fait. Ils n'ont pas d'autres boutiques ou d'autres espaces à part leur bureau pour recevoir ou pour faire des événements. Donc, autant, en fait, le faire à un moment où ils peuvent créer plein de... Enfin, voilà, en profiter pour retrouver toutes les personnes qui les entourent, qui les soutiennent dans ce projet, etc. C'est vrai. Ok, Audrey, est-ce qu'on a fait le tour de tous les thèmes concernant l'expérience client, l'expérience retail et les pop-up stores? On pourrait encore en parler des heures quand même, mais je sais pas, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Donc, j'invite tout le monde. Donc, tu as eu plein de saluts, de hello et de parfait. Je ne sais pas si tu vois Je vois au fur le et à mesure. Donc, merci à tous et à toutes. Je ne sais pas s'il y en a des questions. On pourra répondre à vos questions si vous en avez. Quant à moi, je voulais vraiment faire le point à propos de l'importance du budget d'un pop-up store parce Ouais, que on a toujours cette impression où on entend toujours les gens dire oui, un pop-up store 2 jours, c'est pas un projet important. Je voulais rebondir sur ce point avec toi pour en discuter et pour dire que non, un pop-up store, c'est pas des budgets négligeables. Est-ce que tu pourras nous donner un tout petit peu des infos sur un type de budget concernant la réalisation d'un pop-up, loyer, design et puis communication, ça pourrait coûter entre X et Y, par ouais. exemple? En vrai, ça peut, enfin, pour le vivre au jour le jour, ça peut vraiment aller de 1 à 10. Hein. C'est des marges très, enfin, des prix très différents. Notamment, je vous donne un exemple, et peut-être pour recommencer une petite digression, c'est vrai que le pop-up fait ça coûte quand même moins cher qu'une boutique permanente parce que ben, on n'a pas puis même c'est moins engageant en fait. On n'a pas le bail 369 qu'on pourrait avoir à Paris, on n'a pas les RH fixes en CDI, etc. Donc, de toute manière, ça reste une opération qui est quand même intéressante pour une startup qui cherche à tester quelque chose. On ne va pas se mentir. Mais pour autant, c'est pas aussi peu cher que ça. Et par exemple, si je prends les principaux coûts d'un pop-up store qui vont être le loyer, l'aménagement et les RH, si ce ne sont pas des RH qui, en quelque sorte, si ce ne sont pas des salariés de la boîte et si ce sont des personnes qu'il faut prendre en contrat en sus sur un pop-up d'un mois, c'est le coût RH va devenir le budget, le coût le plus important. Mais donc revenons sur le premier coût qui souvent est le loyer. Un loyer dans une rue, ce qu'on appelle number one dans Paris. Il suffit d'aller sur les plateformes type Airbnb du pop-up store et vous pouvez tous les consulter pour regarder les prix. Mais on a des boutiques qui coûtent 2000 euros la journée. Enfin, donc on n'est pas du tout sur des budgets comme vous pouvez l'imaginer. Des petits budgets. Des petits budgets. Mais pour une marque qui veut faire de l'acquisition client, en fait, ça reste un bon deal. Et souvent, ce qu'on a remarqué avec des clients qui alternaient entre un lieu number one et un lieu number two ou three, qui étaient donc plus pour des opérations plus de fidélisation que d'acquisition, en fait, la rentabilité de leur pop-up était plus forte quand ils étaient sur un lieu d'acquisition. Donc, en fait, c'est comme si on récompensait la prise de risque financière. Hein. Certes, la marque aura dépensé beaucoup d'argent dans son loyer, mais in fine, il y aura eu tellement de nouvelles personnes et de personnes qui seront rentrées et le taux de transformation est souvent assez bon en fait dans les pop-up stores, ce qui fait qu'en fait, in fine, la boutique est plus rentable qu'une marque qui se serait dit bon, ça coûte trop cher d'être rue Vieille du Temple, je vais sur cours ou je vais dans un lieu un peu plus discret et qui en fait n'aura pas fait rentrer assez de gens. Et malgré un bon taux de transformation, le pop-up sera moins rentable. Donc,
et tu vois, là, les coûts, pour le coup, tu peux avoir du 200 euros par jour comme du 2000 euros par jour, avec évidemment une dégressivité. Hein, si tu gardes 2 jours sur un week-end versus un mois, enfin, tu as des prix dégressifs. Donc, ça, voilà. Et donc, en termes de prix, on a des pop-up qui coûtent 20 000 euros et d'autres qui coûtent 200 000 euros. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que ça dépend complètement de la marque et de Mm, son. mm. Il n'y a pas de standard donc, et c'est très relatif au projet, aux attentes de la marque et aux investissements qu'elle souhaite y mettre. Mettre dedans. Ouais, clairement. Et une marque, par exemple, qui a déjà plein de boutiques, euh, elle va peut-être un tout petit peu moins investir sur son pop-up, sauf si c'est stratégique pour elle en termes de communication. C'est-à-dire que si tout Mm, d'un coup, ça correspond vraiment à un changement de positionnement ou à quelque chose de très, très important. Mais sinon, par exemple, les pop-up stores sont beaucoup utilisés pour, par exemple, tester des villes de province ou tester des capitales européennes et se demander quel est l'emplacement, quelle est la cible. Voilà, tester un petit peu une nouvelle cible qu'ils connaissent mal. Et donc, ils testent. Bah, là, ils ne vont pas dépenser non plus énormément d'argent, sauf s'ils se disent, cette ville est clé pour nous, on le sent. Nos oui, concurrents oui. sont tous dans cette ville et ça marche super bien pour eux, etc. Et donc là, ils vont dépenser plus. Donc c'est pour ça que je reviens sur qu'est-ce qui est important quand on fait un pop-up. Je t'ai dit de connaître l'objectif de la marque, c'est clé. Parce qu'en fait, même nous, en fait, quand parfois on se dit c'est marrant, vous avez ces objectifs-là, mais pourtant vous mettez peu d'argent, vous mettez tant d'argent alors que ça semble être un peu ça semble clé pour vous et vous investissez si peu. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne pouvez pas trouver un autre budget parce que ça semble clé pour vous, cet objectif-là? Voilà, donc il y a un gros travail à faire sur l'objectif. Et les marques qui ne sont pas très expérimentées dans tout ce qui est pop-up pourraient aussi avoir des attentes très différentes de la réalité qu'un projet pop-up pourrait demander. Si aujourd'hui, toutes les marques voient que les pop-up stores sont un potentiel ou un plus pour elles, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup de marques qui font des pop-up stores et alors les consommateurs vont sentir de moins en moins euh, cette envie d'aller explorer tous les pop-up stores, surtout pendant, par exemple, la période des fêtes où tellement il y en a aujourd'hui dans le Marais, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas. Je pense que on est toujours séduit par enfin, avoir trop de choix à ce niveau-là me semble pas vraiment être un problème. Et surtout, ce que je trouve sympa quand même dans le Marais autour de Noël, c'est de se dire, je vais aller dans ce quartier et en fait, je vais avoir au moins, enfin, une grande partie des boutiques que je n'aurais pas vues en fait un mois avant et donc découvrir plein d'expériences. Et donc, je trouve que ça s'auto-entretient en fait. On sait que dans le Marais, il va y avoir une trentaine de lieux pop-up qu'on n'avait pas vus avant. Et donc, on a envie d'aller dans le Marais exprès pour découvrir ça. Et donc, le fait qu'ils soient tous regroupés au même endroit, bah, au contraire, crée cet attrait et crée le fait que il y a encore plus de gens dans le Marais parce que tous les pop-ups sont dans le Marais, toute la nouveauté est dans le Marais, etc. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la multiplication des pop-up n'est pas forcément un problème. Après, si on parle de. Enfin, il y a quand même des choses qui sont négatives par rapport au pop-up. Enfin, ça peut être quelque chose d'assez critiqué parce que même dans le Marais, par exemple, les gens disent, un peu comme Airbnb, en fait, que on peut plus se loger parce qu'il n'y a que des Airbnb, c'est un peu pareil pour les retailers qui disent c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut plus avoir de boutique permanente parce que finalement tout est en bail, tout est en bail précaire, Éphémère, etc. précaire, oui. Donc il y a cette critique et puis il y a aussi la critique de se dire tout cet argent dépensé, tout cet aménagement et in fine, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est bien recyclé? Est-ce que c'est pas du gâchis, etc. Donc nous on fait très attention à soit avoir des systèmes de recyclage, Mhm. soit que les marques en fait elles-mêmes récupèrent le mobilier, les gardent pour une autre boutique ou ce type de choses. Et par ailleurs, on a une offre de location de mobilier. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que la nôtre, mais qui permettent en fait au lieu d'acheter pour le pop-up, puis de revendre ou de je ne sais quoi en faire, en fait, on prend, nous, du mobilier qu'on a déjà utilisé des Mm, dizaines de mm. fois et qu'on propose aux marques. Ce qui rend l'opération un tout petit peu plus durable Oui. versus ce grand gâchis en quelque sorte. Oui, oui, et plus intéressante en termes de prix. D'ailleurs, on avait fait un petit live avec Claire qui propose des meubles comme ça en location pour les magasins éphémères. Donc, c'était Ouais. très intéressant.
Mm. Donc, est-ce que les pop-up stores sont là pour rester? Oui, d'après moi, oui. De la même manière que les campagnes de pub sont là pour rester et les marques auront toujours besoin de nous raconter des histoires et de nous faire vivre des expériences et de, voilà, de créer un contact avec nous. Et plus que jamais, je pense, hein, plus on ira vers le digital, plus il faudra contrebalancer par des expériences dans le physique. Parce qu'on en a tous besoin et on le voit, on a été séparés les uns des autres pendant longtemps. Et on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver. Bah, en fait, on a la même relation avec les marques, on a été séparés d'elles en quelque sorte. Voilà, donc on a les réseaux sociaux, on a les sites, c'est génial. Mais en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'aller retrouver, voilà, se retrouver en fait. Et je pense c'est le même phénomène entre nous, hein, Oui, voilà, entre humains. entre humains, Oui. exactement. Surtout que les marques aussi sont en train de s'humaniser de plus en plus. Ah bah, c'est Et clé. Et elles ouais, essayent de montrer leurs valeurs, d'être transparentes, de montrer qui elles sont, de montrer les coulisses, l'envers du décor à chaque fois. Et pour montrer cet envers du décor, il y a vraiment rien de mieux que de le raconter via un pop-up. Ouais. d'accord. Merci beaucoup, Audrey, pour toutes ces informations très précieuses. Je vais inviter tout le monde tout d'abord à aller vers le site web, votre site web, et tu pourras nous donner l'adresse. C'est Oui. labelexperience.com, je .com. pense. Label, L-A-B-E-L, expérience.com. Et s'ils ont besoin de vous contacter, qu'ils peuvent faire ça à travers Instagram et le site web. Ouais, vous avez une Et, page et contact. c'est ça, et que nous allons les envoyer tout à l'heure sur les stories, les deux cas de Clarence et Chanty, pour voir tous les détails de décoration de ces deux projets, parce que je ne pouvais pas les faire monter tout à l'heure en live. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Et Aya. j'espère qu'on fera un autre live sur d'autres cas sur lesquels vous avez travaillé, des pop-up ou pas. Quand tu veux. À bientôt. Merci encore une fois. Merci. Bonne soirée. Ciao, Bye ciao. bye. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.